de 400 arrestations en 48 heures. La répression sud-africaine continue malgré la réprobation quasi unanime. 2000 suppressions d'emplois supplémentaires annoncées en 2 jours. La sidérurgie française amplifie sa restructuration. Non à l'indépendance, oui mais à la réforme. Le Sénat débat dans le calme de l'avenir de la Nouvelle-Calédonie. Racing Besançon ce soir au Parc des Princes, l'occasion de voir le nouveau visage de l'équipe parisienne. Mesdames, Messieurs, bonsoir. En Afrique du Sud, 48 heures après l'instauration de l'état d'urgence dans plusieurs régions, la répression se fait de plus en plus dure. Aujourd'hui, des émeutes ont fait encore au moins 8 morts. En 2 jours, la police a arrêté plus de 400 opposants au régime. Une rafle qui n'a pas arrêté la violence et qui s'effectue malgré une réprobation quasi générale. Memona Interman. La réprobation du monde parvient ici en un écho dérisoire. Le mépris semble lui répondre. L'armée, la police, les véhicules anti-émeutes, c'est le décor. Dans les cités noires des 36 districts sous état d'urgence, la même tension, le même face-à-face. Une population qui sait qu'à chaque heure pèse sur elle le risque d'être jetée en prison. Ces 3 derniers jours, la plus grande rafle des 25 dernières années en Afrique du Sud a été enregistrée. 441 arrestations officiellement. Tous les détenus savent qu'ils peuvent être au secret 14 jours sans mandat judiciaire et au-delà sur autorisation ministérielle. Parmi les victimes, beaucoup de militants du rassemblement anti-apartheid, l'UDF. À Kwatema, près de Johannesburg, le travail s'est arrêté aujourd'hui. 20 000 personnes ont assisté pacifiquement aux obsèques de 15 Noirs tués ces jours derniers par la police. Monseigneur Desmond Tutu et l'évêque Cohan ont supplié la population de rester calme, de ne pas courir après les cérémonies religieuses, de ne pas répondre aux provocations de forces de sécurité. De la cité de New Brighton, des milliers d'écoliers sont descendus dans les rues et ont boycotté les cours. Pour tous, l'espoir est que les pays occidentaux se manifestent. Après les États-Unis qui ont qualifié à nouveau l'apartheid de régime répugnant, les ministres des Affaires étrangères de la communauté européenne n'ont pu se mettre d'accord sur des sanctions à décréter. Le ministre français Roland Dumas a souhaité qu'on étudie dès maintenant des mesures concrètes. 1400 suppressions d'emplois chez Unimetal, plus de 500 chez Ascometal. En 48 heures, 2 filiales du groupe Usinor Sassilor viennent d'annoncer la suppression de près de 2000 emplois. Celle-ci s'ajoute à celles qui avaient déjà été prévues dans le plan acier de 1984. Manifestement, la sidérurgie française vient d'accélérer sa restructuration, mais elle est poussée en cela par les échéances que lui impose la communauté européenne. Hélène Erliksen. La communauté européenne l'a affirmé. À partir du 31 décembre prochain, elle ne subventionnera plus l'acier européen. Cela veut dire que les responsables de la sidérurgie sont décidés à faire vite, très vite, pour, je cite, assainir ce secteur. Depuis le début de la semaine, près de 2000 licenciements ont été annoncés pour les 2 filiales des groupes Sassilor, Usinor, Unimetal et Ascometal. Unimetal, à Tris-Saint-Léger dans le Nord, était la seule unité française à fabriquer des poutrelles. Usine ultramoderne, automatisée en 78, elle était équipée en téléviseurs et en terminaux d'ordinateurs. Mais sa modernité ne leur a pas beaucoup servi, puisque ce sera le groupe luxembourgeois Arbed qui reprendra la fabrication de ces poutrelles. Bilan de cette nouvelle restructuration, fermeture totale de l'usine, 770 emplois en moins. Et pour le groupe, en total, suppression de 1400 emplois. À Tris, c'est la consternation et la colère. Colère que l'on manifeste en dressant des barrages de poutrelles. L'autoroute A2 Paris-Bruxelles a été bloquée aujourd'hui pendant plusieurs heures. En Lorraine, à Pompée, la situation d'Ascometal n'est guère meilleure. Arrêt d'un laminoir, fermeture d'un haut fourneau, 550 emplois supprimés. On est loin du plan de restructuration de la sidérurgie prévu en 1984. On ne peut pas préjuger à l'heure actuelle aujourd'hui de la réaction des travailleurs. Hier encore, ils ne nous croyaient pas. Parce que hier encore, on coulait du béton à Pompée pour leur faire croire qu'il y avait des installations qui allaient vivre. Et là encore, on nous mentait quand on nous laissait couler du béton. On voyait passer devant les locaux syndicaux des rouleaux de laminoir qui allaient s'installer. Tout le monde, quand on leur disait « c'est foutu à Pompée », on disait « mais non, on coule encore ». La réponse attendue, celle du gouvernement, qui devra donner le feu vert ou pas à ces fermetures. Pour l'instant, il se borne à déclarer que rien n'a encore été décidé. Baisse du dollar aujourd'hui à la bourse de Paris. La monnaie américaine a perdu plus de 1% de sa valeur. Elle cotait 8 francs 66 contre 8 francs 77 hier.
Commentaire aujourd'hui du ministre des Affaires sociales après l'annonce du nouveau déficit de la sécurité sociale. Pour Georgina Dufoy, il n'est pas question de rétablir le 1% sur les cotisations salariales, comme le préconise André Bergeron, le secrétaire général de Force ouvrière. Pas question non plus de recourir à une sécurité sociale à 2 vitesses, avec une couverture différente selon les prestations. La sécurité sociale à 2 vitesses, ça voudrait dire qu'on sépare le petit risque du grand risque. Et en fait, moi, je suis contre. Je suis absolument contre. Politiquement contre. Je me battrai de toutes les fibres de mon être pour qu'il n'en soit pas ainsi, parce que je suis persuadée que c'est un amoindrissement de la sécurité sociale. C'est en fait découvrir l'inégalité. Comptez-vous prendre des mesures comme un prélèvement de 1% dans les salaires? Pas maintenant. Je ne suis pas voyante. Je ne sais pas si en 87, 88, 89, 90, je ne sais pas. Mais maintenant, non. Pour 86? Non plus. Si j'ai 16 milliards en caisse au 1er janvier, l'année 1986 se passera dans des conditions correctes, à condition que tout le monde fasse attention. Dossier Nouvelle-Calédonie, c'est le calme après la tempête. Aujourd'hui, au Sénat, s'est ouvert le débat sur la réforme du statut de l'île. En gros, les sénateurs disent oui aux élections, oui à la réforme, mais avec des amendements, et non à l'indépendance. Les divergences subsistent donc entre la majorité et l'opposition, mais le ton cet après-midi est resté courtois. Daniel Sportiello. Pas d'affrontement entre Edgar Pisani et le Sénat aujourd'hui à propos de la Nouvelle-Calédonie. Le débat en fait s'est dégonflé depuis le retour de Nouméa de la mission sénatoriale conduite par Jacques Larcher, président de la commission des lois. L'ordre public s'est amélioré en Nouvelle-Calédonie, même s'il reste beaucoup à faire, avait reconnu le sénateur d'opposition. Le rapporteur de la commission des lois, Étienne Dailly, se dit même prêt à conserver dans le projet de loi tout ce qui tente de calmer le jeu et de rétablir le dialogue entre les communautés. Une volonté d'apaisement partagée par Edgar Pisani. Le vrai problème est là. Faire en sorte que toutes les forces politiques de ce territoire, et elles ont tout droit à la parole, puissent se rencontrer dans une assemblée, dans des conditions telles qu'aucune des forces ne domine l'autre, dans des conditions telles que le débat politique redevienne possible. S'il est d'accord sur le principe du découpage de la Nouvelle-Calédonie en régions pour les élections, sur les conseils de région et sur un congrès du territoire, le Sénat se montre très pointilleux sur le déroulement du scrutin et demande qu'il soit entouré d'un maximum de garanties. Mais c'est sur le recours aux ordonnances qu'il se montre le plus intraitable. Avec les ordonnances sur les sujets auxquels s'appliquent les ordonnances, vous pouvez complètement modifier l'esprit même de la loi et vous pouvez pratiquement faire tout ce que vous voulez. Refuser aussi l'état d'urgence et la notion d'indépendance association contenue dans le projet de loi. Le choix des électeurs doit être clair, dit le Sénat, ou l'indépendance ou le maintien dans la République. Sa réponse au gouvernement, c'est donc un oui, assorti des traditionnels amendements. Sans cela, le projet de loi du gouvernement a peu de chances de passer auprès de la Haute Assemblée. À l'étranger, l'armée israélienne a annoncé aujourd'hui qu'elle allait libérer une centaine de détenus de la prison d'Atlit. Ces prisonniers sont pour la plupart des chiites libanais. Leur libération doit avoir lieu demain matin. Et puis toujours en Israël, une bonne nouvelle pour les falachas. Le grand rabbinat a renoncé à demander leur conversion religieuse. La communauté juive éthiopienne est donc maintenant considérée comme membre à part entière du peuple juif. À Washington, le président Ronald Reagan a effectué aujourd'hui sa première sortie officielle depuis son opération. Il a accueilli son homologue chinois, Li Xian, à la Maison-Blanche pendant une quarantaine de minutes. Cérémonie abrégée pour épargner toute fatigue supplémentaire au président américain. Ronald Reagan a insisté sur les bienfaits de la coopération économique entre les deux pays et il a approuvé un accord de coopération nucléaire. À noter que c'est la première fois qu'un président chinois se rend aux États-Unis. Au Danemark, 24 heures après le double attentat qui a fait 27 blessés à Copenhague, l'enquête est au point mort. Les suspects arrêtés hier soir ont été relâchés. Une troisième bombe a été désamorcée dans la nuit. La seule revendication enregistrée reste celle du djihad islamique. Cela étant, l'invention d'un ingénieur français va sans doute permettre de sauver des vies humaines dans les cas de plus en plus fréquents, hélas, d'attentats de ce genre. Il s'agit d'un robot qui est destiné à désamorcer les engins piégés. Anne Rongère. Son nom, RM200. Son poids, 250 kg. Signe particulier, tout en finesse. Avec sa caméra,
il peut observer un explosif de près sans risque pour l'artificier. Avec son bras mécanique muni d'une pince hydraulique, il peut soulever jusqu'à 100 kg. Colis piégé, obus, valises suspectes, il prend presque tous les risques à la place de l'homme. Par exemple, soulever les voitures et déloger les bombes placées sous le châssis. C'est un progrès supplémentaire, si vous voulez, par rapport à la simple programmation, où les mouvements étaient préprogrammés, donc déterministes. Là, on commence à donner quelques pouvoirs de choix. La technologie est au point, reste à trouver des débouchés. Parmi les clients potentiels, en France, l'armée et les pompiers. Sans oublier les robots de sécurité civile préconisés par le programme Eureka sur la technologie européenne. Bref, RM200 va sans doute faire des petits. À Lyon, la cour d'assises du Rhône a requis la réclusion criminelle à perpétuité contre 2 des 7 nationalistes corses accusés de meurtre dans l'affaire de la prison d'Ajaccio. Les autres peines demandées vont de 1 an de prison à 20 ans de réclusion. Décidément, la police et la justice aiment bien les expositions de bijoux volés. Rappelez-vous, en février dernier, c'était les trésors découverts chez le célèbre coiffeur Joffo qui avait été exposé au quai des Orfèvres. À charge pour chacun de retrouver son bien. Une nouvelle présentation de ce style a eu lieu aujourd'hui à Neuilly. Véronique Bonnet, qui est une femme à bijoux, nous dit ce qu'elle a vu. Après avoir donné le ton dans les années 50 en matière de coiffure, Maurice Joffo, reconverti dans le recel, a définitivement lancé cette année la mode des expositions de bijoux volés. Ici, au commissariat de Neuilly-sur-Seine, de 9h à midi et de 14h à 18h, on peut admirer et éventuellement retrouver, si l'on fournit des certificats, ces bijoux dans un butin qui approche les 500 millions d'anciens francs. Pas de pièces exceptionnelles, pourtant aucun bijou signé, mais des multitudes de bagues de grand-mère, quelques bracelets et chaînes en or et des visons plan-plan du genre que l'on sort dans les grandes occasions. Pas plus sophistiqués, mais d'un autre type, des bijoux orientaux modernes qui valent, eux, leur pesant d'or. C'est par recoupement, à la suite de la prise en flagrant délit de 2 escaladeurs, variante de cambrioleurs de bas étage ou de haut vol, mais opérant nécessairement en altitude, que les policiers ont mis la main sur ce trésor caché dans le grenier du pavillon d'un employé de mairie. Tant que personne n'aura reconnu au moins un de ces bijoux, la famille de cet employé pourra réclamer leur restitution. Alors, cambriolés, allez donc faire un tour à Neuilly pour tenter de retrouver vos biens. Sinon, l'affaire risque d'être délicate à juger. Sport, belle victoire pour Yannick Noah hier soir au tournoi de Washington. Il a battu en finale l'Argentin Martin Raete en 2-7, 6-4, 6-3. En demi-finale, le Français avait éliminé Jimmy Connors. En football, ce soir au Parc des Princes, le Racing Club de Paris et Besançon disputaient un match en retard du championnat de France. C'est l'occasion pour nous de vous présenter le nouveau visage de l'équipe parisienne qui a beaucoup recruté malgré sa descente en seconde division. L'international Maxime Bossis n'est sûrement pas la moins prestigieuse de ses recrues. Voici les images de ce match remporté tout à l'heure par le Racing 5-1, Daniel Leclerc. Après ce premier but de Braconi, les Parisiens égalisent sur un nouveau coup franc d'Umpierrez, reprise de Polagnoc, 1 but partout. Il reste encore quelques minutes avant la fin du match et sur ce corner d'Umpierrez, remarquable tête de Philippe Mahut et 2-1. C'est sur ce score que les 2 équipes regagnent le vestiaire. Le festival se poursuit en deuxième période avec Pelletier qui déborde la défense byzantine. Belle fin de corps de Polagnoc, une reprise de Briguier, un but superbe. Et 3-1 pour le Racing véritablement déchaîné. Ici Maxime Bossis qui est venu épauler ses partenaires de l'attaque. Bridier en 2 temps récupère au deuxième poteau, un centre et une belle tête de Philippe Mahut. 4-1 et ce n'est pas fini puisque dans les dernières minutes de jeu, c'est Morin qui inscrit le dernier but de la partie. Score final 5-1. Le Racing est déjà sur la rampe de lancement qui mène à la première division. 2 matchs, 2 victoires et un fauteuil de leader. La météo pour demain, dans l'ensemble, le beau temps chaud va continuer. Il deviendra toutefois orageux sur le quart sud-ouest du pays et cette zone orageuse recouvrira tout l'ouest en fin de journée. Les températures vont encore grimper, 26 à 30 degrés sur la moitié nord, 29 à 33 sur la moitié sud.
Fin de ce journal, dans quelques secondes, la dernière séance continue avec le film de Curtis Bernard, Le Beau Brummel. Demain, nous nous retrouverons à 22h15. Avant de vous laisser avec Stewart Granger, Elisabeth Taylor et Peter Ustinov, voici le rappel des titres de ce journal. Très bonne fin de soirée sur FR3. Il poursuit sa répression contre les opposants. 2000 suppressions d'emplois supplémentaires annoncées en 2 jours, la sidérurgie française amplifie sa restructuration. L'avenir de la Nouvelle-Calédonie devant le Sénat, les sénateurs disent oui mais à la réforme et non à l'indépendance.